Sous les eaux calmes du Pacifique japonais se trouve une faille capable de changer le destin d'un pays tout entier. Depuis des siècles, elle est restée là, silencieuse, accumulant la pression, attendant son heure. Mais les scientifiques s'accordent sur un point inquiétant. Ce moment pourrait être bien plus proche qu'on ne le pense. Le Japon est-il vraiment prêt à affronter le tremblement de terre le plus dévastateur de son histoire moderne? Et qu'adviendra-t-il des villes côtières, de l'économie mondiale et de la vie de millions de personnes? Dans cette vidéo, nous dévoilons le risque latent de l'arc de Nankai, un colosse géologique qui pourrait se réveiller à tout moment, sans prévenir. Nankai, le fosse qui cachait une bombe. Sous le magnifique bleu de l'océan Pacifique qui caresse la côte sud du Japon, se cache l'un des secrets géologiques les plus inquiétants de la planète. Une faille colossale, invisible à l'œil nu, et pourtant si puissante qu'elle pourrait écrire le prochain chapitre sombre de l'histoire japonaise. Il s'agit de la fosse de Nankai. Son nom, bien que peu connu en dehors des cercles scientifiques, résonne comme un avertissement pour les experts. Là où deux plaques tectoniques s'entrelacent avec une tension croissante, se prépare l'une des plus grandes menaces sismiques du monde moderne. La fosse de Nankai est une zone de subduction, c'est-à-dire un endroit où une plaque tectonique, en l'occurrence la plaque de la mer des Philippines, glisse lentement sous une autre, la plaque eurasienne. Ce processus, lent et presque imperceptible en temps réel, accumule une énergie monstrueuse qui, tôt ou tard, ne trouve qu'un seul exutoire, un tremblement de terre d'une magnitude dévastatrice. Et ce n'est pas que de la théorie. L'histoire a déjà laissé des traces dans cette région. En 1707, un séisme de magnitude 8,6 frappa le Japon avec une violence digne d'un cauchemar. En 1854, deux séismes majeurs se produisirent à quelques heures d'intervalle. Puis, en 1944 et 1946, le scénario se répéta. La fosse déchaîna sa fureur lors de séismes de magnitude 8,1 et 8,4, détruisant des villes et faisant des milliers de victimes. Aujourd'hui, les sismologues préviennent que l'histoire est sur le point de se répéter. Grâce aux outils modernes et à l'analyse des déformations des fonds marins, ils estiment qu'il y a entre 70% et 80% de chances qu'un séisme de magnitude supérieure à 8,0 frappe la région au cours des 30 prochaines années. Et cette fois, avec des millions de personnes vivant dans la ligne de mire, les conséquences pourraient être pires que jamais. Et quelles villes sont menacées? Osaka, Nagoya, Shizuoka, des villes densément peuplées dotées d'infrastructures et d'économies essentielles, vitales non seulement pour le Japon, mais pour le monde entier. Ces métropoles sont en plein compte à rebours géologique. Ce n'est pas une exagération, c'est un calcul. Une analyse des schémas sismiques, des cycles d'accumulation d'énergie et des preuves de plus en plus précises que l'horloge tectonique tourne et que le moment zéro approche. Mais comment ce processus fonctionne-t-il exactement? Imaginez un levier de pierre géant pris entre des forces titanesques. La friction entrave le mouvement, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. À cet instant, toute la tension accumulée se relâche en quelques secondes, envoyant des ondes sismiques qui secoussent la Terre avec une brutalité qu'aucun bâtiment, aussi moderne soit-il, ne peut pleinement supporter. Cette libération soudaine est ce qui rend les zones de subduction si dangereuses. Ce sont de véritables usines à tremblement de terre. Et la fosse de Nankai, qui s'étend sur près de 700 km, est l'une des plus longues, des plus actives et des plus étudiées au monde. Les scientifiques ont même catalogué différents segments de cette fosse, sachant que lorsqu'une rupture survient, elle entraîne généralement la suivante, créant un effet domino qui amplifie l'ampleur de la catastrophe. Et il ne s'agit pas seulement de tremblements de terre. Les tsunamis générés par ce type de séisme sont, dans bien des cas, plus meurtriers que le séisme lui-même. Les vagues, poussées par le déplacement soudain des fonds marins, peuvent atteindre la vitesse d'un avion de ligne et frapper la côte en 5 à 10 minutes. La marge de réaction est minime. Les évacuations sont une course contre un mur d'eau invincible. Les conséquences d'un tel événement ne seraient pas uniquement locales. Elles affecteraient le commerce mondial, l'industrie technologique, l'approvisionnement en composants automobiles, en semi-conducteurs et même la stabilité financière de plusieurs pays. Mais pour l'instant,
Tous les regards sont rivés sur un point précis de la carte sous-marine, l'arc de Nankai. Silencieux, latent. Mais je suis vivant. La question n'est donc pas de savoir si cela se produira, mais quand. Ce quand est ce qui obsède les sismologues, ce qui motive les simulations, les cartes d'évacuation, les alertes précoces et les boucliers artificiels contre ce qui nous attend. Pourtant, pour chaque modèle mathématique et chaque prédiction optimiste, la Terre nous rappelle sans cesse qu'elle a le dernier mot. Et vous, êtes-vous prêt à affronter un monde qui pourrait changer en un seul coup? Abonnez-vous pour continuer à explorer les forces cachées qui façonnent notre planète, avant qu'elle ne se déploie sans avertissement. Des tsunamis en minutes, pas en heures. Lorsque la Terre tremble dans les profondeurs de l'océan, la mer ne reste pas silencieuse. Elle réagit avec fureur, rapidité et sans laisser le temps de réfléchir. Telle est la menace que représente la fosse de Nankai pour le Japon. Contrairement à d'autres endroits où les vagues peuvent mettre des heures à arriver, ici, un tsunami pourrait frapper la côte japonaise en quelques minutes. 5, peut-être 10. Et dans certains cas, même moins. Les sismologues ont prévenu. Un séisme majeur à Nankai, comme ceux de 1707 ou de 1946, non seulement secouerait violemment les terres, mais soulèverait également un mur d'eau capable de tout emporter sur son passage. Les vagues pourraient atteindre 10, 15, voire 20 mètres de hauteur dans certaines zones côtières. Un monstre liquide qui avancerait avec la force d'une armée, emportant voitures, maisons, navires, écoles, centrales électriques et tout sur son passage. Mais pourquoi cet endroit est-il si particulier, ou plutôt si dangereux, en termes de tsunami? La clé réside dans la géographie des fonds marins. Juste au large des côtes japonaises, la plaque philippine se coince sous la plaque eurasienne, selon un angle qui non seulement accumule de l'énergie, mais, une fois libéré, soulève instantanément d'énormes quantités d'eau. Ce déplacement vertical des fonds marins est à l'origine des tsunamis les plus destructeurs. Un précédent récent sert d'avertissement. Le séisme de Tohoku de 2011. Bien que ce séisme se soit produit plus au nord, dans une autre zone de subduction, ses effets résonnent encore dans la mémoire collective du Japon et du monde. Un séisme de magnitude 9,0 a généré un tsunami dévastateur, avec des vagues de plus de 40 mètres dans certaines régions, et a provoqué la tragédie nucléaire de Fukushima. Mais les experts préviennent qu'un événement dans la fosse de Nankai pourrait être encore pire. Pourquoi? Parce qu'elle est plus proche de grandes agglomérations, de centrales nucléaires et de millions de vies. Des simulations menées par l'agence météorologique japonaise montrent que des régions comme Kochi, Wakayama et Mie pourraient être touchées en moins de 6 minutes après le séisme. 6 minutes. Il n'y a aucune place pour le doute ou la confusion. Juste la possibilité de fuir. Et souvent, même cela ne suffit pas. Les plans d'évacuation actuels prévoient des itinéraires, des points élevés et des zones de sécurité. Mais en pratique, une combinaison de chaos, de panique et de défaillance structurelle pourrait tout compromettre. Se pose ensuite la question de l'urbanisme. De nombreuses villes côtières japonaises se sont développées au niveau de la mer, voire sur des zones gagnées sur l'océan. Cela les rend particulièrement vulnérables aux inondations. Bien que des digues et des barrières mobiles aient été construites à plusieurs endroits, l'expérience de 2011 a montré qu'aucune structure n'est totalement infaillible. Certaines barrières ont été surmontées, d'autres détruites par la force des vagues. Dans ce contexte, l'inquiétude concernant les centrales nucléaires est plus que justifiée. La centrale nucléaire de Hamaoka, par exemple, est située juste en face de la fosse de Nankai. Malgré les améliorations mises en œuvre après Fukushima, de nombreux experts doutent de la capacité du pays à résister à un double choc. Un séisme majeur suivi d'un tsunami. La crainte d'une nouvelle catastrophe nucléaire demeure. Et à juste titre. La question n'est pas seulement de savoir quelle est la hauteur du mur, mais dans quelle mesure le cœur d'une ville est préparé à résister aux eaux. Hôpitaux, gares, réseaux électriques et écoles. Tous ces systèmes essentiels peuvent s'effondrer si l'eau inonde les sous-stations ou coupe les voies de communication. Le véritable tsunami, souvent, n'est pas celui que l'on voit dans les vagues, mais celui qui se cache dans ses conséquences. Panne d'électricité, chaos dans le système de santé, effondrement logistique. Il existe également un facteur social à ne pas sous-estimer. La population japonaise vieillit.
De nombreuses personnes âgées vivent seules, dans de vieilles maisons en bord de mer. Pourront-elles évacuer à temps? Auront-elles la force physique ou les moyens de le faire? Ces questions, délicates mais nécessaires, doivent être intégrées à la conception des interventions en cas de catastrophe. Les autorités ont mis en place des systèmes d'alerte sismique et tsunami qui permettent de gagner de précieuses secondes. Mais ces secondes ne suffisent pas toujours. Un fort tremblement de terre peut détruire des antennes de télécommunications, couper l'alimentation électrique ou déconnecter les stations d'alerte. Par conséquent, chaque habitant du littoral doit savoir exactement quoi faire, sans attendre d'instructions extérieures. Au Japon, la culture de la prévention est forte, mais l'ampleur de la menace est encore plus grande. Les experts mettent également en garde contre le risque de doubles événements, 2 séismes majeurs se succédant rapidement, l'un au sud de la fosse et l'autre au nord, comme cela s'est produit au cours des siècles passés. Cela non seulement prolongerait la durée de l'événement sismique, mais compliquerait également l'évacuation et multiplierait les fronts d'urgence. Imaginez un tremblement de terre de plusieurs minutes, suivi d'un tsunami qui frappe 2 fois, n'est pas de la science-fiction. C'est une possibilité géologique bien réelle. Dans les écoles japonaises, les enfants apprennent dès leur plus jeune âge à évacuer. Mais que se passe-t-il dans un supermarché? Dans une gare? La nuit? Que se passe-t-il si le tsunami frappe par mauvais temps, sous la pluie ou par un froid extrême? Tous ces facteurs peuvent rendre l'évacuation plus difficile, plus lente et plus dangereuse. Un autre problème crucial concerne les infrastructures critiques situées près de la mer. De nombreux ports commerciaux, usines à gaz, raffineries de pétrole et centrales électriques sont construits en zone côtière. Un tsunami non seulement détruirait ces installations, mais pourrait également provoquer des incendies, des fuites de produits chimiques ou des explosions. Les pertes économiques seraient astronomiques. Et la reconstruction, longue et pénible. Pour atténuer les risques, le Japon a investi dans la recherche, les simulateurs, les modèles de prévision et les projets d'infrastructure. Malgré cela, les scientifiques sont formels. Il est impossible d'arrêter un tsunami une fois qu'il se développe. La seule véritable défense réside dans la préparation. Savoir quoi faire, avoir des itinéraires clairs et agir rapidement. Et bien que le Japon soit l'un des pays les plus avancés en matière de réponse aux catastrophes naturelles, même là, il existe des limites. L'ampleur du défi posé par un tremblement de terre majeur dans la fosse de Nankai pourrait dépasser toute prévision, toute simulation. De plus, la science a découvert un phénomène inquiétant, la déformation silencieuse des fonds marins. Des capteurs placés à des milliers de mètres de profondeur ont enregistré la déformation de la croûte terrestre sans émettre de secousses perceptibles. C'est comme si la Terre se préparait, accumulant silencieusement des tensions. Ce type de déplacement peut être le prélude à un événement sismique majeur, mais nous ne savons pas encore le prédire avec précision. C'est un signal silencieux, mais puissant. L'un des défis les plus complexes consiste à communiquer l'urgence sans générer de panique. De nombreux riverains sont peut-être devenus insensibles aux alertes en raison de leur fréquence. Le phénomène de fatigue d'alerte peut conduire les gens à ne pas évacuer suffisamment vite. Il s'agit d'un problème psychologique face à une menace physique. Trouver le juste équilibre est l'une des tâches les plus difficiles pour les autorités. Dans ce contexte, le recours à des technologies de pointe a également été évoqué. L'intelligence artificielle qui analyse les schémas sismiques, les drones qui suivent les itinéraires d'évacuation, les réseaux sociaux comme système d'alerte communautaire et même les capteurs sur les téléphones portables qui détectent les mouvements sismiques quelques secondes avant l'arrivée des vagues destructrices. Mais toute cette technologie doit être soutenue par l'éducation, la formation et la responsabilité civile. Car un tsunami, quelle que soit sa hauteur ou sa rapidité, n'est pas invincible. Ce qui définit véritablement son impact, c'est la rapidité et la coordination de notre réaction. Par conséquent, les simulations ne doivent pas se limiter aux ordinateurs. Elles doivent devenir de véritables exercices où chaque communauté connaît ses voies d'évacuation, chaque école sait comment protéger ses élèves, et chaque famille a son sac à dos d'urgence prêt. Et enfin, il y a un facteur profondément humain dans tout cela, la mémoire. Le Japon a beaucoup souffert des tsunamis. Tohoku, Kobe, le grand tremblement de terre de Kanto, tous ont laissé des cicatrices. Mais ils ont aussi laissé des leçons. La résilience japonaise n'est pas une coïncidence. Elle repose sur la reconnaissance que vivre sur une île volcanique avec des zones de subduction actives implique de vivre avec le risque.
on ne peut l'éliminer. Un effet dominant mondial. Le Japon est l'une des principales puissances technologiques et industrielles mondiales. Des puces électroniques aux automobiles, en passant par les composants essentiels de milliers de produits que nous utilisons au quotidien, son réseau de production est étroitement lié à celui du reste du monde. Mais que se passe-t-il lorsque le cœur de ce réseau s'arrête brutalement? Un séisme de grande ampleur dans la fosse de Nankai détruirait non seulement les infrastructures physiques, mais déclencherait également un effet domino économique, technologique et écologique mondial. Imaginez un instant que de grandes usines automobiles, comme Toyota ou Honda, doivent fermer leurs portes. Que les chaînes de production de semi-conducteurs et de technologies de précision s'arrêtent brutalement. Que des ports comme Yokohama, Nagoya ou Kobe, plaques tournantes commerciales clés du Pacifique, soient inopérants pendant des semaines, voire des mois. Ce problème ne concerne pas uniquement le Japon. Il s'agit d'un goulot d'étranglement qui affecterait la distribution mondiale des marchandises, créant des pénuries, des retards et une flambée des prix à l'échelle mondiale. Le Japon n'est pas simplement un pays consommateur. C'est l'un des rouages clés de l'économie mondiale. Son impact est si profond qu'une paralysie prolongée pourrait ralentir la reprise économique de régions entières. Des entreprises technologiques telles que Sony, Panasonic, Canon, Nintendo et bien d'autres possèdent des usines, des centres logistiques et des fournisseurs dans des zones fortement exposées au tsunami. Face à une catastrophe d'une telle ampleur, les marchés financiers paniqueraient. Un krach boursier massif de Tokyo pourrait se propager à Wall Street, à l'Europe et au reste de l'Asie. Les investisseurs fuiraient les actifs risqués et les gouvernements se mettraient en mode urgence. L'effondrement partiel du troisième PIB mondial ne passerait pas inaperçu. Et ce, uniquement en termes financiers. Sur le plan environnemental, la situation n'est pas moins désastreuse. Les vagues de tsunami ne font aucune distinction. Elles pourraient anéantir des installations industrielles, des entrepôts chimiques, des raffineries, des zones agricoles et des zones de pêche. La contamination des eaux côtières par des déchets toxiques ou radioactifs, comme celle de Fukushima, pourrait avoir des répercussions au-delà des frontières. Des tonnes de déchets, des débris aux microplastiques en passant par le pétrole, pourraient traverser l'océan Pacifique et atteindre des côtes aussi lointaines que la Californie et le Chili. La pollution marine affecterait la biodiversité marine, anéantissant des espèces menacées, affectant les pêcheries et mettant en péril la sécurité alimentaire de milliers de communautés dépendantes de l'océan. De plus, les sols agricoles salinisés par l'eau de mer seraient rendus inutilisables pendant des années, compromettant l'autosuffisance alimentaire du pays. Une question inévitable se pose alors. Un seul événement géologique peut-il compromettre la sécurité énergétique d'une nation entière? La réponse est oui. Après la catastrophe de Fukushima en 2011, le Japon a opté pour une combinaison de sources d'énergie, mais il dépend toujours de plusieurs centrales nucléaires situées en zone côtière. Un nouveau séisme et un tsunami, comme celui qui pourrait survenir à Nankai, pourraient reproduire ce scénario catastrophique, endommageant non seulement les réacteurs, mais provoquant également de nouvelles émissions radioactives et obligeant à la fermeture définitive de centrales clés. Cela affecterait non seulement l'énergie nationale, mais aussi la production industrielle et la stabilité du réseau électrique national. De plus, les voies maritimes étant bloquées ou endommagées, les importations de gaz naturel liquéfié, de pétrole et de charbon, dont le Japon dépend fortement, pourraient être affectées. L'approvisionnement serait réduit et les prix de l'énergie augmenteraient, non seulement au Japon, mais sur tous les marchés interconnectés qui commercent avec la région. Enfin, nous devons nous attaquer au risque social. Des millions de personnes seraient déplacées. Des villes entières seraient contraintes d'évacuer ou de reconstruire de zéro. Le système de santé s'effondrerait sous le nombre de blessés, et l'approvisionnement en nourriture, en eau potable et en médicaments serait perturbé. Dans ce contexte, les tensions sociales pourraient s'intensifier. La peur, le chaos et l'incertitude s'empareraient d'une nation connue pour sa discipline. Mais personne n'est à l'abri d'un effondrement lorsque tout s'écroule autour de soi. Et si le Japon vacille, le monde le ressent aussi. Préparation ou résignation. Le Japon n'est pas un pays qui ignore les risques. En fait, il est probablement le pays le mieux préparé au monde pour faire face aux catastrophes naturelles. Mais même avec une technologie de pointe, des plans d'urgence et une population habituée aux exercices, peut-on vraiment être prêt lorsque la Terre décide de déchaîner sa fureur? Le système d'alerte précoce du Japon est l'un des plus avancés de la planète. Il utilise un réseau dense de sismographes, de capteurs GPS de haute précision et de bouées en mer qui détectent les infimes variations de pression de l'eau. Lors d'un tremblement de terre,
les signaux se propagent plus vite que les ondes sismiques, ce qui permet de lancer une alerte en quelques secondes. En théorie, cela peut donner entre 5 et 30 secondes pour réagir. En pratique, ce temps peut être suffisant pour se mettre à l'abri, à condition d'être prêt et de savoir comment réagir. Sur les côtes, de nombreuses villes ont installé des tours d'évacuation verticales, des structures renforcées que les habitants peuvent escalader rapidement pour éviter d'être emportés par un tsunami. Des digues, des murs anti-inondation et des itinéraires d'évacuation clairement balisés ont également été construits. Mais comme démontré en 2011, aucun mur n'est assez haut si la vague décide de le franchir. Malgré ces efforts, les sismologues et les experts en gestion des catastrophes préviennent que de nombreuses variables échappent encore à leur contrôle. Les prévisions de magnitude, l'heure exacte d'arrivée du tsunami, la direction de la propagation des vagues, ce ne sont que des estimations. Et le temps gagné grâce à la technologie est souvent perdu dans la nature humaine. Confusion, peur, incrédulité, paralysie. La question cesse donc d'être scientifique et devient personnelle. Que feriez-vous si vous n'aviez que 3 minutes pour évacuer ? 3 minutes, 180 secondes. Avez-vous un plan ? Savez-vous où vous iriez fuir ? Et votre famille ? Votre animal de compagnie ? Combien de fois y avez-vous pensé ? Parce que le Japon y pense tous les jours. Et pourtant, même là-bas, la marge est mince. Le monde prend le Japon comme exemple. Et il a raison. Mais il ne suffit pas d'observer. Il faut apprendre. Car si la fosse de Nankai focalise l'attention, d'autres failles sillonnent silencieusement la planète. La faille de Cascadia, à l'ouest des États-Unis et du Canada. La ceinture sismique de la Sonde, en Indonésie. La gigantesque zone de subduction entre le Pérou et le Chili, historiquement l'une des plus actives au monde. Elles ont toutes un point commun. Elles accumulent de l'énergie. Elles restent silencieuses. Elles attendent. Et tôt ou tard, elles parleront. Ce qui est en jeu n'est pas seulement l'intégrité physique des villes ou la stabilité économique d'un pays. C'est la prise de conscience mondiale de notre vulnérabilité commune. Les plaques tectoniques ne respectent pas les frontières. Les tsunamis n'ont pas besoin de passeport. Et l'ignorance n'est pas une barrière protectrice. En fin de compte, la grande leçon du Japon ne réside pas dans ses systèmes d'alerte, ses exercices ou ses murs. C'est dans son esprit d'anticipation, en sachant que l'inévitable peut survenir, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils cesseront de se préparer. Car même si l'avenir est incontrôlable, notre réaction peut faire la différence. Si cette vidéo vous a montré à quel point la civilisation peut être fragile face aux forces terrestres, partagez-la. Abonnez-vous pour continuer à découvrir les endroits les plus instables de la planète. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, restez vigilants, restez conscients.